Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vogue ouvre donc ses pages aux créations merveilleuses de Monsieur Dior et de Monsieur Yves Saint Laurent. Ainsi, si ces deux couturiers de génie ont autant d'influence aujourd'hui, eh bien c'est sans aucun doute grâce à la confiance que Michel leur a accordée dès leur première entrevue, alors qu'ils n'étaient encore tous les deux qu'au début de leur carrière. Au nom de la mode, merci Michel. Finalement, en 1957, il se fait diagnostiquer un cancer du foie, l'obligeant à quitter la direction de Vogue, bien plus tôt que ce qu'il avait évidemment prévu. Un an plus tard, le 14 mai 1958, la maladie l'emporte. Michel de Bruneuf s'est éteint. Il rejoint son beau-frère et ami, Lucien Vogel, mort 4 ans plus tôt. L'immense contribution de la famille Bruneuf au monde de l'édition, de l'art et de la politique perdure quand même après leur disparition. Appartenant au Parti communiste français, Marie-Claude est par exemple élue 2 fois députée de la Seine et 1 fois députée du Val-de-Marne, avant d'exercer à 2 reprises la fonction de vice-présidente de l'Assemblée nationale. En tant que secrétaire générale de la Fédération démocratique internationale des femmes, elle met aussi en place des projets de loi visant à atteindre l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Elle avait quand même plusieurs décennies d'avance. De son côté, Marion de Bruneuf, la Benjamine de Michel et Marcel, travaille chez Vogue pendant une petite dizaine d'années avant de s'essayer à la sculpture et y développer un talent fou. Thierry de Bruneuf, le plus jeune fils de Jean et Cécile, devient lui un concertiste de renommée internationale. Son oncle Jacques, qui avait abandonné le piano, vous vous souvenez, pour se consacrer à la maison d'édition de Maurice, aurait été très fier de lui. Laurent de Bruneuf continue l'œuvre de son père. En 2011, il se rend pour la dernière fois à Paris pour recevoir des mains du ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, la médaille des Arts et des Lettres. C'est Michel qui avait convaincu son neveu, âgé de 13 ans à l'époque et déjà très doué en dessin, de coloriser les illustrations de Babar en famille que son père n'avait pas pu finir. Le petit éléphant, roi, au costume vert, est ainsi l'œuvre de toute une famille qui s'est battue d'arrache-pied pour l'épanouissement de l'art et le maintien de la paix. L'univers utopique de Babar et Célestine est en fait la représentation émouvante du monde dont ils rêvaient tous. Maintenant, je tiens pour finir à mentionner en cette fin d'émission à nouveau le nom d'Iseult Williams, qui a fait un travail extraordinaire de recherche et d'écriture sur la famille Bruneuf et sur son époque. Cette émission, évidemment, n'aurait pas pu voir le jour sans son ouvrage « La splendeur des Bruneuf », que je ne peux évidemment que vous recommander si vous désirez approfondir le sujet. Je le cite pas souvent, une émission de France Inter qui date de 2011, La marche de l'histoire, Babar et son royaume, où vous avez toute l'histoire de Babar et vous allez retrouver les personnages principaux de cette histoire. Et puis si les femmes d'Auschwitz, si le passage sur les femmes d'Auschwitz vous a plu, il faut absolument que vous procuriez cet ouvrage de Shoshana Boukobza. J'ai eu la chance de l'avoir en interview, vous pouvez écouter ça évidemment dans les interviews histoire. Ce livre, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau, qui est sorti en 2024, qui a eu le prix Jules Michelet. On réinvitera Shoshana dans l'émission pour en savoir un peu plus, pour aller un peu plus loin, parce que c'est une histoire quand même extraordinaire. Elle n'est pas historienne, Shoshana, elle est écrivain et réalisatrice de documentaires sur la Shoah. Elle a enquêté pendant plusieurs années, presque 10 ans, sur la déportation des femmes à Auschwitz-Birkenau. Elle a fait un travail énorme, très important. Et moi, j'ai appris des tas de choses. Je ne savais pas qu'il y avait ces mouvements de résistance. J'ai appris ça à ce moment-là en travaillant justement avec Lucie de Vossel, qui a écrit cette émission. Mais en lisant son livre, le livre de Shoshana, j'ai appris énormément de choses. Notamment, elles ont réussi à faire sauter des fours. Ça, c'est quand même assez formidable. Je ne vous ai pas raconté le tiers de la moitié du commencement de tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est extraordinaire, des actes héroïques de femmes, les femmes d'Auschwitz qui étaient soi-disant sans défense et qui se sont rebellées, qui ont créé des mouvements de résistance à l'intérieur d'Auschwitz-Birkenau. C'est assez génial. Dans l'horreur. Je n'imaginais pas ça du tout, des actes de résistance dans les camps de concentration. Donc un livre très très important à lire, je crois, en tout cas à connaître, à savoir que ça existe. Et puis très bien écrit, très bien documenté. Donc voilà.
voir comment elles ont pu sauver des femmes des gazages, etc. Ça fait à la fois froid dans le dos et de se dire qu'il y a des mouvements de résistance dans des moments d'horreur comme ça, dans des moments terribles. Certaines femmes ont perdu la vie pour en sauver d'autres. C'est terrible. Il y a en même temps des choses entre guillemets drôles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la machine allemande, si vous voulez, vous savez que les Allemands de cette époque-là, et toujours l'administration, c'est très important. On note tout, on suit à la lettre tout ce qui est marqué. Et elles arrivaient à changer en fait les chiffres sur les papiers pour les femmes qui devaient être envoyées au gazage. Vous savez, elles étaient tatouées. Elles ont réussi à changer les chiffres. Donc comme ça correspondait pas au tatouage, ils renvoyaient les femmes, quoi. Donc oui, ça ne correspond pas, donc ils les renvoient, alors qu'ils auraient pu dire bah t'y vas quand même. Voilà. C'est des choses assez extraordinaires qui parfois font sourire tellement ça paraît bête. Et grâce à beaucoup de femmes ont pu être, enfin beaucoup, des femmes ont pu être sauvées. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, c'est pas du tout le sujet de l'émission, mais enfin, c'était quand même dans cette histoire, et savoir que notre Maïko a vécu ça, c'était intéressant de le signaler. Je vous souhaite d'excellentes vacances de fin d'année, un très joyeux Noël. On se retrouve en tout début d'année prochaine, 2025, pour ceux qui nous écouteront dans des mois et dans des années plus tard. Salut à tous, merci. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.